Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. À l'occasion du forum sur la coopération Chine-Afrique, la délégation camerounaise dirigée par le président de la République, Paul Biya, s'est envolée pour Pékin. La rencontre qui réunira plusieurs pays africains va débuter le 3 septembre prochain. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud suspend son projet nucléaire. Très controversé, ce programme avait été initié par l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma, afin de mettre fin à la dépendance du pays au charbon. Et puis au Congo, nous irons à la découverte de l'association Renatura Congo. Basée à Pointe-Noire, elle a fait de la protection des tortues marines une priorité depuis 2005. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est envolé pour la Chine ce 28 août à l'occasion du forum sur la coopération Chine-Afrique qui débute à Pékin le 3 septembre 2018. Ce sont plusieurs délégations de pays africains qui se rendront dans le pays. Au programme des discussions liées au développement et à l'investissement, le chef de l'État camerounais doit notamment s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping. Plus de précisions avec Corinne Kamse. La rencontre entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, prévu les 3 et 4 septembre 2018, va renforcer leur coopération. La Chine devrait annoncer son soutien au plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé par le gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un don estimé à près de 1,7 milliard de francs CFA. D'autres accords porteront aussi sur la restructuration de la dette du Cameroun et la coopération judiciaire. Rappelons-le que cette coopération commence par le culturel et donc la formation. Elle s'est étendue par la suite sur des domaines économiques et prêtait davantage le flanc au domaine des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez le domaine militaire. Les liens diplomatiques entre le Cameroun et la Chine se sont établis depuis 47 ans. Ces liens se sont étoffés avec la mise sur pied du Forum Chine-Afrique en l'an 2000. La Chine est devenue le premier partenaire économique du Cameroun et en 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 1510 milliards de francs CFA. La dernière visite du président camerounais en terre chinoise en mars 2018 a donné lieu à la signature de 5 nouveaux accords. Le FOCAC a permis aux États africains de manière globale à bien définir les axes d'intervention du partenaire chinois. Si vous prenez le plan d'action de Johannesburg qui a été défini en 2015, vous verrez que des domaines tels que les infrastructures, l'industrie, l'énergie ont été des domaines prioritaires dans lesquels on a attendu la Chine. Les opérateurs économiques camerounais prendront également part au Forum des entrepreneurs prévu le 3 septembre. Le Forum Chine-Afrique réunit tous les 3 ans les dirigeants africains et chinois. Il se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique construisent une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». Le processus électoral en République démocratique du Congo préoccupe la communauté internationale. Ce 27 août, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo a appelé à la protection des droits et des libertés, des points fondamentaux avant l'échéance électorale du 23 décembre 2018. Des explications avec Adidjatou Badawi. Ce lundi 27 août, la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a encouragé toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral à continuer de dialoguer. Selon la MONUSCO, il serait judicieux que le gouvernement lève l'interdiction des manifestations publiques afin de garantir le respect de la liberté d'expression et de réunion pacifique. Toute impression que la CENI aurait pu aller au-delà de ses attributions dans l'interprétation de la loi électorale pour déterminer l'éligibilité des candidats aux élections ne ferait que miner la confiance dans l'ensemble du processus. Au lendemain de la publication de la liste des candidats approuvés pour les élections de décembre, l'opposition a promis de faire recours en cas d'irrégularité observée dans le processus électoral. Ces tensions pré-électorales font suite au refus d'accès de Moïse Katumbi sur le territoire national pour le dépôt de sa candidature et à l'invalidité de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Ma délégation estime que la communauté internationale, qui a sa part de responsabilité dans cette situation, doit adopter un langage mesuré et posé pour aider à dissiper cette crise au stade actuel du processus.
L'annonce du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat a quelque peu apaisé les craintes des observateurs congolais. Toutefois, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin du chef de l'État Joseph Kabila pourrait, selon certains observateurs, permettre au président Kabila d'avoir une mainmise sur le pouvoir en République démocratique du Congo. En Tunisie, l'heure est au bilan de mi-parcours pour Youssef Chahed, le chef du gouvernement. Après 2 ans à ce poste, les avis sont mitigés quant à ses actions, notamment dans les secteurs de l'économie et de l'emploi. Voyons les précisions d'Ashley Duprat. Rebondissement sur l'échiquier politique tunisien. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fortement décrié ces derniers mois, pourrait bénéficier du soutien d'un nouveau bloc parlementaire. Une manière, selon les observateurs, de rebondir après les multiples appels à la démission lancés à son encontre. Le Premier ministre aujourd'hui est dans une position délicate. Il tentera toute forme d'opposition pour éviter sa démission et pour éviter ce que souhaite le président Sepsi, c'est-à-dire son limogeage ou sa démission. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut considérer à juste titre que l'émergence de ce groupe de soutien naît directement de l'opposition qui existe déjà depuis quelque temps entre le président tunisien et son Premier ministre. Le locataire de la Casbah, qui le 27 août célébrait ses 2 ans à la tête du gouvernement, présente un bilan dans le rouge, à plus forte raison dans le volet économique. Chute du dinar, baisse alarmante des réserves en devises sous le seuil sécuritaire des 90 jours d'importation ou encore un chômage à 15,4%. Des résultats qui, s'ils semblent peu glorieux, seraient à nuancer. La réforme fiscale, la réforme pour assainir les caisses sociales, c'est assez grandes réformes qui n'ont pas été faites ou exécutées avec les anciens gouvernements. C'est toutes ces réformes qui deviennent en fin de compte tardives, a obligé M. Chahed de prendre des décisions qui sont impopulaires. Il reste néanmoins une décision à prendre pour Youssef Chahed. S'il a annoncé ne pas se présenter aux législatives de 2019, le chef de gouvernement doit choisir entre répondre à la demande de limogeage du président Béji Caïd Essebsi ou affronter le Parlement pour un vote de confiance. Le programme nucléaire ne verra pas le jour en Afrique du Sud. Initié par l'ancien président Jacob Zuma, il avait été fortement décrié par l'opposition, mais aussi par une partie de l'ANC, dont le président actuel Cyril Ramaphosa. Jugé trop coûteux, celui-ci ambitionnait pourtant de mettre fin à la dépendance au charbon. Les autorités envisagent désormais de se focaliser sur les énergies renouvelables. On fait le point avec Ashley Duprat. Délaisser l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. En Afrique du Sud, c'est le choix qui a été fait par les autorités et qui met donc en suspens le projet très controversé d'expansion du parc nucléaire civil initié par Jacob Zuma. Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030. Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire. D'un coût faramineux de 1 000 milliards de rand, le projet avait pour but la construction de 6 à 8 réacteurs pour une capacité de 9 600 MW. Un coût impossible à décaisser pour le pays, d'autant plus que la consommation en électricité est sur une pente descendante. L'économie sud-africaine s'est ralentie. Cette baisse de la consommation de l'électricité est due tout simplement au fait que l'industrie sud-africaine, il y a eu une régression dans le domaine industriel et l'économie sud-africaine est mal en point. Outre l'aspect économique, le profil environnemental de l'Afrique du Sud lui fait, selon les observateurs, défaut. Le Sud aujourd'hui ne dispose pas d'infrastructures qui pourraient l'aider à éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets nucléaires. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de 2 réacteurs atomiques. Offerts par la France, ils se situent à Koeberg, dans le sud du pays. Les tortues marines font partie des 11 espèces vivantes les plus menacées de disparition au monde. Au Congo, une association œuvre pour leur survie. Il s'agit de Renatura Congo, basée dans la capitale économique Pointe-Noire. Elle a fait de leur protection sa priorité depuis 2005. Ainsi, des agents parcourent les plages de l'océan afin d'empêcher la capture des tortues marines par les pêcheurs. Découverte avec notre correspondant Deva Panzo.
Cela fait 13 ans que Jean-Félix se présente tous les matins sur la baie de Luango dans le département du Kwilu. Son travail, libérer les tortues marines capturées par les pêcheurs artisanaux. En échange, il leur remet du matériel nécessaire à la réparation du filet endommagé par celle-ci. Cette initiative de l'association Renatura Congo a permis de sauver environ 18 000 tortues marines grâce à une parfaite collaboration avec les pêcheurs. On nous a défendu de ne pas actuellement tuer des tortues et on les protège jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans de cela. On travaille ensemble avec Renatura pour sauvegarder les tortues. Aujourd'hui, on a compris que vraiment sauvegarder les tortues, pour nous les pêcheurs, les tortues aussi, ça nous aide pour la pêche. Il n'existe pas une pêche spéciale pour les tortues marines, mais ces dernières se retrouvent parfois prises accidentellement dans les mailles des filets. C'est ainsi que depuis 2005, l'association Renatura a orienté son action vers la conservation de la biodiversité par la protection des 5 espèces de tortues marines qui fréquentent la côte congolaise. On protège les tortues marines parce que ce sont des espèces menacées de disparition dans le monde entier, au Congo aussi, et qu'il faut savoir aussi que ce sont des espèces phares, des espèces qui sont très importantes pour l'équilibre écologique de l'environnement marin et côtier. Donc lorsqu'on protège les tortues marines, on protège ces espèces, mais aussi leur habitat, et donc finalement cet environnement marin dont on dépend tous en fait. On a besoin de ces poissons, on a besoin d'avoir un environnement marin sain. Financée à 66,6% par l'Union européenne pour la période 2018-2020, l'association Renatura apporte aussi un appui aux efforts de l'État congolais pour lutter contre la pêche industrielle illégale. Toutes les tortues marines venant au Congo sont menacées d'extinction. En 1980, la population de tortues luttes était estimée à 309 000 individus dans le monde entier. 10 ans plus tard, elle n'était plus que 100 000. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.